Les amis, le dimanche, c'est un jour qu'on apprécie toutes et tous particulièrement, déjà parce que pour la plupart d'entre vous, c'est repos, mais c'est aussi FAQ dans laquelle je réponds à l'intégralité de vos questions que vous me posez sur ma story sur mon compte Instagram. Donc je vous invite bien évidemment à aller faire un petit tour. Le nom du compte c'est Roadsters TV, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et je choisis bien évidemment les questions qui me semblent les plus intéressantes, les plus pertinentes. Et on se retrouve pour la première FAQ depuis mon retour du Salon du 2 roues de Lyon 2026, qui était un événement exceptionnel dont on commence déjà à avoir quelques bribes de chiffres et qui promettent une augmentation du nombre de visiteurs par rapport à l'année dernière où nous étions déjà sur le deuxième plus grand événement moto du monde. Et là, a priori, on a une petite augmentation, quelque chose à peu près dans l'ordre des 20 à 25% de visiteurs en plus, ce qui est quand même monstrueux. Donc, est-ce que la moto a un bel avenir en France, à l'Europe et à l'international? Je pense que oui. Bref, tout ça pour dire que nous allons commencer par faire un petit tour sur l'actualité. Qu'est-ce que nous avons vu ces derniers temps? Bien évidemment, vous avez toutes les vidéos du Salon du 2 roues de Lyon, mais ça, je vais rien inventer, je pense que vous pouvez les retrouver sans aucun problème, vous saurez, il n'y a pas de souci. Et récemment, depuis le début de la semaine, vous avez eu le droit à mon top du Salon du 2 roues de Lyon. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, vous avez déjà été assez nombreux à la consulter et dans laquelle je vous donne un peu mes ressentis. Quelques petits focus que j'extrais, vous savez, des grosses vidéos sur la 990 du Caire et la Brutale Oro. Petit édito concernant la Daytona et la potentielle dernière annonce de Triumph pour leur campagne Triumph Unleashed 2026 sur laquelle il nous reste un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Et puis la petite Yamaha R9, ça aussi sympathique si vous n'avez pas regardé et que vous voulez juste le focus sur la sportive de la marque au diapason, vous pouvez la retrouver. Nous allons passer à la première question de la journée posée par Kibas. Salut Rodolfo, est-ce que le serveur Discord est toujours d'actualité? Alors, pourquoi cette question est posée et pourquoi j'ai envie de l'adresser et d'y répondre? Tout simplement parce que il y a quelques temps, je vous ai dit que j'étais en train de travailler sur un serveur Discord pour les membres Roadsters, pour permettre à celles et ceux d'entre vous qui me soutiennent via cette section un peu particulière, de pouvoir communiquer, discuter entre vous et du coup avoir un petit avantage. C'est quelque chose qui est en train d'être fait. Je m'excuse pour le retard, on va dire que ça a pris parce que pour l'instant, je suis, entre la poire et le fromage en train d'essayer de tout faire en même temps. Et du coup, avec les événements, ça me prend un petit peu de temps. Mais oui, effectivement, le Discord est en train d'être développé et vous aurez la possibilité d'y accéder à partir du moment où vous êtes membre Roadsters de base. Parce que vous avez le membre Roadsters Hornet 750, mais vous avez un niveau en dessous et ce niveau-là vous permettra d'accéder au Discord. Et puis après, les avant-premières de vidéos sont sur le niveau Hornet 750. Donc je suis en train d'y bosser, ne vous inquiétez pas. C'était pour juste donner une petite update là-dessus parce que je sais que vous êtes quelques-uns à l'avoir demandé et j'essaierai d'animer ça de la meilleure façon possible pour que vous ayez une petite plateforme sur laquelle vous pouvez discuter et je pourrais poster les avancées sur certaines choses, vous dire quand est-ce que vont sortir certaines vidéos, etc. Ce sera un espace de discussion un petit peu plus intime pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne de façon un peu plus prononcée. Prochaine question de la part de Kay Visual. As-tu un essai prévu? Ça fait longtemps. Encore une fois, je suis obligé de vous faire un peu mon mea culpa, puisque il est vrai que cette chaîne YouTube a eu récemment un peu une évolution, un petit tournant, et parmi ces évolutions, il y a le choix de faire un peu moins d'essais. Et c'est vrai qu'effectivement, je me rends compte que si j'ai envie que la Roadsters TV continue à évoluer dans le bon sens et que je sois capable de vous proposer ces contenus sur la longueur et sur la durée, je dois faire des choix. Et un essai, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, comme je vous l'ai dit. On en a pour facilement entre 25 et 30 heures de boulot entre tous les aspects de l'essai. Et dans cette durée, je peux très facilement sortir entre 15 à 25 vidéos d'actualité. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de spoil, aucune vidéo d'essai
aujourd'hui, n'est capable d'avoir le même nombre de vues que 25 à 35 vidéos d'actualité réunies et mis bout à bout. Et donc, pour la durée et pour pouvoir suffisamment gagner ma vie pour pouvoir vous le proposer cette chaîne sur le long terme, je suis obligé de faire des choix. Cela ne veut pas dire pour autant que les essais s'arrêtent, hein. Non, pas du tout. Je vais juste les réserver à des occasions un peu particulières, à des invitations à des événements presse, pour pouvoir vous proposer des choses très très cool et pour vous donner un petit peu de, voilà, petit peu de grain à moudre comme ça. Il y a un essai qui risque potentiellement d'arriver bientôt sur la chaîne si les étoiles s'alignent. J'ai déjà pris mes dispositions pour contacter les principaux intéressés. Et cet essai, c'est celui de la Bimota Tesi H2. En effet, je suis en discussion avec Kawasaki France depuis un certain temps parce que effectivement, la machine est chez eux, mais elle était, on va dire en développement, en rodage, pas en développement, mais en rodage, et que du coup, on était sur la période de l'hiver, etc. C'était pas le bon moment pour s'occuper de ça. La machine est rodée, c'est fait. Et donc, j'ai contacté Kawasaki France en leur demandant s'ils sont partants pour me la laisser quelques jours afin que je puisse vous proposer l'essai de cette merveille absolue. Et je pense que je serai un des rares créateurs de contenu à avoir pu mettre la main sur ce monstre. Donc, j'espère pouvoir vous proposer cet essai bientôt. Et j'ai également reçu une invitation de la part de Honda. Alors ça, pour l'instant, c'est pas confirmé du tout. Pour aller faire l'essai de la Honda 750 e-clutch. Donc, la technologie e-clutch qui s'étend à de nouvelles machines, ainsi que de la Hornet 750 e-clutch, donc deux machines potentiellement sur un essai du côté du Portugal. Voilà, et donc ça, je suis en attente parce que je leur ai donné un petit peu des conditions, hein, c'est normal, c'est l'évolution de mon activité de youtubeur qui veut ça. On verra si ça se fait, je serai très heureux de vous en parler, vous serez bien évidemment les premiers avertis. Prochaine question de la part de Franck DRCH qui nous dit: penses-tu que le concept de chez Hypersport, de chez BMW, a des chances de sortir? Alors, je vois très très bien de quoi tu parles, Franck. Hein. Tu évoques, bien sûr, le concept RR. Donc, le concept RR, c'est quoi? Eh bien, c'est la vision pour BMW du futur de l'hypersportivité. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que moi, j'ai discuté avec justement des gens de chez BMW qui m'ont dit un truc, c'est que chez BM, il y a deux termes. Vous avez le terme vision et vous avez le terme concept. Le terme vision, c'est par exemple le Vision CE, hein, qui est, vous savez, ce projet qu'ils sont en train de faire avec le retour un peu du C01, hein, cette espèce de scooter ou de moto carénée par-dessus, hein, pour être protégé de la pluie, avec une ceinture de sécurité qui fait que vous n'avez pas forcément besoin du permis moto, mais juste d'un permis voiture. Et ça, quand on parle de vision, c'est quelque chose qui, chez BMW, s'étend aux années à venir. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est forcément prévu pour l'immédiat. C'est pas quelque chose qui est prévu pour l'immédiat. Ça vient, mais c'est pas un truc qui va se sortir d'ici 6 mois ou voilà. Et vous avez après le concept. Le concept, c'est par exemple ici le concept RR. Et là, quand on parle de concept chez BMW, on est beaucoup plus proche d'une sortie potentielle. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va arriver parce que j'ai pas l'information, hein, je vais être honnête avec vous. Mais néanmoins, cette machine qui sera peut-être comme ça ou dans une version légèrement différente, je l'espère le plus possible proche de ça parce que je la trouve vraiment super séduisante. Avec les petites corrections, bien évidemment, on va pas mettre des étriers GP4X sur une moto de route. Hein, il faut quand même l'habiller avec des choses utilisables sur la route. Mais les différents petits détails, notamment au niveau là du travail de l'éclairage, la coque arrière qui est magnifique. Enfin, vraiment, la moto, elle est exceptionnelle à tous les niveaux. Cette coque arrière, elle est impeccable. Eh bien oui, elle va d'une façon ou d'une autre arriver et probablement plus tôt que ce qu'on ne le pense puisque concept chez BMW, ça veut dire quelque chose qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça. Voilà, vous avez l'information que moi j'ai eue. Prochaine question de la part de Key Visual. Alors encore une fois, qui avait posé des questions intéressantes, hein, vraiment. Selon toi, quels équipements devraient être obligatoirement présents sur une moto à plus de 10 000 €? Je trouve ça ultra intéressant parce que vous allez voir que cette question, elle affecte plusieurs marques, plusieurs types de catégories de machines, mais je vais vous donner, selon moi, l'idée de comment les choses
devrait se présenter sur une moto de plus de 10 000 euros en utilisant un exemple que je trouve extrêmement parlant, qui est celui, eh bien, de la QJ Motor SRK 921, une moto qui est à 10 400 euros. Alors vous allez voir que je ne demande pas nécessairement à ce que tout ce qu'on a sur une SRK 921 soit présent sur une machine à plus de 10 000 euros, parce que sinon, ce serait compliqué. Mais, pour moi, la première chose qui est importante sur une moto à ce prix-là, c'est qu'on ait un degré, on va dire, de finition qui soit correct par rapport à ce qu'on va avoir sur le reste de la machine, sur son moteur et autres. Bien évidemment, sur une CB1000 Hornet SP, qui fait 157 chevaux avec des étriers Brembo stylé main avec de la techno et qui coûte 11 799 euros, vous ne pouvez pas avoir la même finition que sur une machine qui fera une centaine de chevaux et qui va avoir des équipements un petit peu plus standards, mais sur laquelle on va pouvoir travailler sur la finition. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi important. Il faut quand même qu'on ait un sentiment voilà, d'une moto suffisamment aboutie. Ensuite, une autre chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est la technologie. Je m'explique. Pour moi, aucune moto aujourd'hui en 2026 ne devrait être dotée d'un écran LCD. Bon, vous savez ce que je vous ai déjà dit par rapport à la fameuse GSX-R 1000R, hein, je trouve que c'est quelque chose qui, voilà. Je pense que avoir un écran TFT et un certain nombre d'assistances sur une moto qui fait plus de 10 000 euros, on est souvent sur des machines qui dépassent les 90-100 chevaux. Pour moi, il faut avoir du contrôle de traction, il faut avoir de l'ABS, il faut avoir... Voilà, un certain nombre de choses qui permettent de rouler en sécurité sur la machine. Toutes les machines doivent être sécurisées, mais quand on dépasse les 10 000 euros, on commence à arriver sur un niveau qui est, pour ma part, assez représentatif de la sécurité qu'on doit avoir sur une moto. Et finalement, je dirais qu'il faut qu'on ait des équipements qui soient à la hauteur. Mais après, encore une fois, ces équipements, c'est toujours relatif par rapport à la catégorie de la machine, par rapport à ce que vous voulez en faire. Je dirais que, par exemple, sur une moto comme la MT-09, qui est une machine à 11 500 euros, on est sur des équipements qui sont adaptés à ce qu'on a sur le reste. Donc, le CP3 qui fait 119 chevaux, 93 Nm de couple, avec une fourche inversée, avec des étriers radio, avec les équipements qui vont bien en termes de technologie. Tout ça nous permet d'avoir une expérience qui est suffisamment sécurisante, suffisamment plaisante pour, eh bien, garantir et justifier le prix. Après, vous l'aurez compris, hein, une machine de plus de 10 000 euros, ça veut tout dire et ça veut rien dire, parce qu'on peut avoir des machines qui sont juste au-dessus des 10 000 euros et avoir des équipements de fou, mais pas une puissance dingue. On peut avoir des motos qui ont une puissance dingue, mais des équipements relativement... voilà. Et puis on peut avoir aussi des machines qui ont une puissance très impressionnante, de la technologie de fou, des équipements dingues. Et ça s'appelle la QJ Motor SRK 921, que j'espère pouvoir vous tester bientôt. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je suis un peu biaisé avec cette moto? Oui, parce que je ne vous cache pas que depuis que je l'ai vue au Salon du 2 roues de Lyon, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'intrigue énormément. Et encore une fois, on va pas se mentir, la proposition me paraît folle. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est ressentir et être en sécurité. Ça, c'est bien évidemment important, mais surtout ressentir qu'à partir de 10 000 euros, on commence à avoir des machines où on doit en avoir pour son argent. Et ça, je pense que c'est surtout à un niveau même presque psychologique. Il faut que ce soit quelque chose qui soit correspondant à ce que vous attendez. Quand on est en dessous de ce budget-là, on veut aussi avoir une machine qui nous corresponde, mais c'est un seuil psychologique, les 10 000 euros. Et donc pour moi, je le vois véritablement comme cela. Dernière question de cette petite FAQ aujourd'hui, de la part de GabGab, qui nous demande « Comment vois-tu l'avenir de la moto ? Plus bridée, plus puissante, plus techno, plus électrique ?» Et alors c'est extrêmement intéressant, puisque en fait, au final, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. En fait, je pense qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'avenir de la moto sera d'une façon ou d'une autre plus bridé. Mais ça n'est pas forcément une mauvaise chose en soi qui va faire que on va avoir que des machines qui sont ennuyeuses. La preuve en est justement, puisque là, je vous montrais ça en image à l'instant. La MT-09, c'est une moto qui est équipée d'un moteur qui, depuis sa création, donc depuis 2014, a subi plein de mises à jour de normes de pollution et continue à être toujours aussi performant, aussi puissant. Là où on a effectivement quelque chose qui se produit avec l'avenir de la moto, c'est que on a des machines avec un caractère
un peu moins brutal, un peu moins immédiat que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Si par exemple vous essayez une KTM Super Duke 1290 V1, le tout premier modèle, et une KTM Super Duke 1290 V3, voire même une 1390, vous allez vous rendre compte que la machine est très probablement beaucoup plus efficace. L'accélération est peut-être même plus violente, mais le caractère de la machine semble plus linéaire, moins animal qu'il ne pouvait l'être dans des versions avec des normes d'homologation un peu moins restrictives. C'est la même chose d'ailleurs pour, j'illustre ici avec le concept RR, mais on pourrait tout à fait aller directement sur la machine hyper sportive de BMW, à savoir du coup la S1000 RR, qui est juste ici. Et cette moto, aujourd'hui, c'est la version la plus efficace qu'on ait de l'hyper sportive de l'allemand, mais une version 2015 ou une version 2009 aura un caractère qui sera un peu plus viscéral. Donc ça, à ce niveau-là, le bridage, il existe et il rend les machines plus efficaces, plus linéaires, plus sécurisantes, mais peut-être aussi un peu moins animales. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est on va dire un compromis qu'on peut faire vis-à-vis de tout ce qu'on gagne. Après, en termes de puissance, bah oui, les machines deviennent de plus en plus puissantes. Vous le voyez. Regardez aujourd'hui la performance d'une Ducati Panigale V4S. On est capable d'aller chercher des 218, 220 chevaux. On est obligé de jouer un peu avec les cylindrées, bien sûr, mais ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que ça vous permet, par exemple, sur des motos aujourd'hui comme les nouvelles Panigale qu'on va avoir, donc Panigale V2, d'avoir une machine qui fait uniquement 120 chevaux, mais d'avoir un couple tout à fait adapté, avec des accélérations qui sont extrêmement convaincantes, et donc plus puissante. Si on le prend que sur l'aspect des chevaux, on va être obligé de travailler sur la cylindrée pour ça, mais on peut avoir aussi des sensations qui sont satisfaisantes en justement jouant sur le couple des machines, et je pense qu'à mon sens aujourd'hui, c'est le vrai nerf de la guerre, c'est d'aller chercher ce côté-là. Et puis après, on a la techno, ça forcément vous le savez, plus on va avancer, plus les machines vont devenir technologiques, puis on va aussi avoir, oui forcément, un univers moto qui va être plus électrique qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors attention, quand je dis plus électrique, ça ne veut absolument pas dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, l'industrie moto au global sera tout électrique. Ça, c'est quelque chose que je m'obstine à vous dire depuis très longtemps. Il n'est pas possible aujourd'hui, avec nos infrastructures à l'échelle nationale, internationale, mondiale, d'avoir un parc composé uniquement de véhicules électriques. C'est totalement impossible, c'est utopique, parce que nous n'avons pas la possibilité de recharger tous ces véhicules en même temps. Par contre, l'électrique va faire partie de l'équation de plus en plus, avec des machines qui vont répondre à un certain nombre de besoins, à un certain nombre de demandes, et en ce sens, effectivement, on a des propositions comme Zero Motorcycle qui font des choses, on a les grands constructeurs comme Honda avec la WN7 ou Kawasaki avec les Z1 et Ninja E1 qui sont déjà dans des idées différentes, et puis on a des machines comme celle-ci, comme la TS chez Verge Motorcycle, qui là sont dans l'ultra luxe avec des propositions à 35, 40, 45 000 euros pour des motos dotées de performances qui sont ahurissantes, avec des accélérations qui sont monstrueuses et dans lesquelles on ne peut pas penser logiquement qu'une machine comme ça est pensée uniquement pour l'utilitaire. C'est aussi une moto qui se veut être un objet de désir quelque part. Vous voyez, là, une TS Ultra, vous regardez, on a un 0 à 100 en 2 secondes 5, bon, 1200 Nm de coupe parce qu'ils prennent ça à un endroit qui n'est pas adapté, mais on est sur une machine qui est ultra désirable pour celles et ceux qui aiment ce côté esthétique. On n'est pas dans un pur objet utilitaire. Donc oui, l'électrique va aussi faire partie de cette équation globale de l'avenir de la moto, et comme ce sera le cas, avec un peu de l'hybridation, de la compression, aussi potentiellement de l'hydrogène, parce que les constructeurs japonais sont en train de bosser énormément sur cette énergie, et elle va aussi faire partie de notre avenir. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends qu'il y en ait certains qui sont un peu pessimistes vis-à-vis de l'avenir de la moto, parce qu'il ne correspond pas à ce qu'ils ont vécu dans leurs années précédentes, je vais pas dire leurs jeunes années, parce qu'ils sont peut-être jeunes encore aujourd'hui, la jeunesse c'est dans la tête, mais qui sont un peu réfractaires, parce qu'ils se disent « mon monde de la moto a changé ». À celle-ci et ceux-là, je ne peux que leur dire, écoutez, j'en suis désolé, essayez d'ouvrir votre esprit à d'autres façons de voir les choses, mais par contre, en ce qui me concerne, et je pense en ce qui concerne énormément de pratiquants de moto, je pense
que l'industrie moto n'aura jamais été aussi passionnante qu'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que ça promet énormément de belles choses pour les années à venir, années sur lesquelles j'espère que vous m'accompagnerez. Et donc cette FAQ est terminée, vous vous en doutez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait car c'est un énorme soutien que vous pouvez m'apporter. Et puis on va se retrouver très très vite pour de nombreux contenus puisque j'ai beaucoup de choses à vous proposer dans les semaines à venir. Je vous tiens bien évidemment au courant de l'actualité. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!